LCI Midi se poursuit. Il est le doyen des candidats à la présidentielle à 75 ans. Jacques Cheminade, fondateur du parti Solidarité et Progrès, se présente pour la troisième fois. Quelles sont les propositions du candidat qui se définit comme un gaulliste de gauche, qui veut sortir la France de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'occupation financière mondialisée? On va poser la question à son porte-parole, Karel Verreken. Bonjour. Merci d'être avec nous sur LCI. Première question d'actualité. Après l'affaire Fillon, l'affaire Leroux, employer l'un de ses proches quand on est parlementaire, est-ce une pratique qu'il faut désormais bannir? C'est une pratique qu'il faut certainement réglementer, repenser. Et c'est surtout très choquant pour des gens qui travaillent et qui ont du mal à boucler les fins du mois et qui voient un certain népotisme qui est d'un autre âge. Donc il faut l'interdire, comme c'est le cas pour les parlementaires européens, par exemple? Il faut certainement le limiter. C'est au législateur de légiférer pour définir les conditions exactes. Je pense qu'on peut certainement le réduire. Le chômage, la sécurité, l'éducation font partie des priorités des Français. Une proposition de Jacques Cheminade attire l'attention face à la menace terroriste. Il veut interdire les jeux vidéo violents. Et avant cet argument, sur le site Cheminade 2017, il écrit « Le lien entre passage à l'acte terroriste et pratique de jeux vidéo violents d'abord, puis consultation d'images criminelles sur le site djihadiste, lui aussi est établi ». Quel élément concret avez-vous pour dire qu'un jeune qui consulte des jeux vidéo violents peut devenir un terroriste potentiel? D'abord, il ne s'agit pas d'interdire tous les jeux vidéo. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a jeux vidéo et jeux vidéo. Donc, il y a des jeux qui sont en fait des sous-produits de simulateurs de combat qui viennent de l'armée américaine. C'est-à-dire que depuis la guerre du Vietnam, on a développé des méthodes pour faire tomber le frein. C'est pas normal en fait de tuer quelqu'un pour un être humain. Donc avant on buvait du vin ou du whisky, ou on se saoulait, ou on se droguait pour aller tuer des gens sur le front. Petit à petit on a appris, y compris par des jeux vidéo, par des simulateurs de combat, on a appris aux soldats de tuer sans ressentir des émotions. Donc c'est déjà douteux d'utiliser ce genre de procédé pour former des soldats. Si après les mêmes simulateurs de combat, on va les commercialiser, en faire des jeux pour des enfants de 8, 9 ou 10 ans, évidemment, il y a des limites. Il y a une désinhibition. Et donc, quand vous découvrez des jeux vidéo où on apprend à conduire un camion et foncer dans la foule, et ça existe quand même, avant que ça s'est produit dans la réalité, on peut s'interroger que... Il y a toujours eu des jeux vidéo. C'est quelque chose de déshumanisant. Il y a toujours eu des jeux vidéo un peu violents. Ça ne veut pas forcément dire parce quand on est adolescent, quand on joue à un jeu où on doit tuer des gens, que ça veut dire qu'on va devenir un terroriste et s'en prendre à des innocents. Moi aussi, j'ai joué avec un sabre en bois. Il y a surtout dans les jeux, il y a une violence gratuite et perverse. Ce n'est pas dans les grandes œuvres de Shakespeare. Vous avez aussi de la violence, mais elle a un sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens et il y a une composition. Donc on ne pourrait pas interdire là où il y a la violence en tant que telle. C'est-à-dire, mais là, c'est un jeu qui fixe, d'abord qui détruit le temps de concentration des enfants, et qui les amène à une addiction de recherche de sentiments très très forts, y compris dans la pornographie et dans la destruction de l'autre. C'est le lien entre jeux vidéo violents et terrorisme qui peut interpeller. Oui, il s'avère qu'un certain nombre de terroristes, pas tous et pas systématiquement, c'est pas automatique, mais un certain nombre de gens qui sont déjà un peu détraqués, comme M. Mera. On s'est moqué de Jacques Cheminade quand il avait dit quand on a vu des crimes vraiment faits de sang-froid, sans aucune émotion, on s'est dit peut-être cet individu est passé par des jeux vidéo. Après, la police a fouillé dans les ordinateurs un certain nombre de gens qui ont commis des crimes de cette nature et qui ont trouvé effectivement que l'individu en question était un grand joueur. Est-ce que ce sont les jeux vidéo qui ont poussé Mohamed Merah à s'en prendre à ses victimes, ou est-ce que c'est sa radicalisation, son antisémitisme? Ce ne sont pas les jeux vidéo. C'est un tout, c'est pas causal, c'est pas mécanique, mais c'est un ensemble. C'est l'expression que nous disons qu'il y a une occupation financière avec laquelle va une occupation culturelle, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer nos enfants dans des machines à consommer. Et en fait, il y a tout un lobby qui aime bien vendre ce genre de choses et qui joue sur les instincts les plus bas des individus. Donc, il s'agit pas, c'est pas l'interdisant. C'est un peu comme sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. La question, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on présente comme alternative pour
effectivement élever le niveau du débat et le niveau d'éducation de nos enfants. Et justement, quelles sont les mesures que vous proposez pour lutter efficacement contre le terrorisme et contre la radicalisation des jeunes? Alors, la première question, c'est d'arrêter le partenariat qu'a aujourd'hui la France avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est-à-dire, il y a suffisamment d'enquêtes et qu'il faut les pousser, qui montrent que ces mouvances radicales, elles ne sont pas venues tout seules. Il y a eu un jeu qui a commencé pendant la guerre froide, quand les grandes puissances occidentales ont voulu faire tomber le mur et le régime soviétique. On s'est joué à jouer ce que M. Brzezinski appelait la carte islamique, c'est-à-dire qu'on a financé un djihad islamique qu'on pensait maîtriser, contrôler et envoyer contre la Russie. Aujourd'hui, c'est devenu un monstre de Frankenstein, c'est-à-dire que les anciens combattants moudjahidines qui ont combattu en Afghanistan, ils sont retournés, ils sont allés en Algérie, ils ont créé le GIA, ils sont venus en Belgique, ils sont à Londres, ils ont créé le Londonistan, et donc on a créé une internationale, si vous voulez, d'un monstre de Frankenstein qui est devenu un culte de suicide. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est financé par la drogue et par le trafic d'armes et par, y compris ce que payent les gens pour traverser la Méditerranée, parce que Daesh fait de l'argent avec la migration. Donc, si vous voulez, il faut déjà déclarer la guerre à ces circuits financiers qui financent ces mouvances. Il nous reste 30 secondes. La France aussi fait du commerce, comme vous le dites, avec l'Arabie Saoudite. Comment on fait pour compenser les milliards d'euros auxquels il faudra dire adieu cette cheminade est élue? D'abord, je pense qu'il y a des gens en Arabie Saoudite qui sont aussi ouverts, et on le voit en Égypte, on le voit aussi au Liban. Il y a des gens en Arabie Saoudite qui ont une autre vision de leur propre société, qui veulent faire évoluer le pays. Il faut les soutenir, il faut les aider. Il ne s'agit pas de bannir un pays, il s'agit de discuter, regarder les yeux dans les yeux et dire un certain nombre de choses qu'on doit dire et qu'on n'accepte pas. À part ça, évidemment, l'Arabie Saoudite fait ce qu'elle fait parce que du côté de Londres et de Wall Street, il y a des gens qui pensent que c'est une carte utile et agréable à jouer. Si vous voyez que même M. Trump va refuser l'accès de certains ressortissants de pays musulmans, mais pas ceux de l'Arabie Saoudite. Alors que toutes les enquêtes sur le 11 septembre montrent quand même qu'un certain nombre de preneurs d'otages venaient de l'Arabie Saoudite et ont éventuellement opéré avec une certaine protection. On aura compris votre message. Merci beaucoup, Karel Verreken, d'avoir été avec nous sur LCI. Et vous, restez avec nous. L'info continue dans LCI Midi.